Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 24 octobre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 184 du podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder trois thématiques. Premièrement, je veux parler de la grève des employés de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, tout ce qui est le transport de marchandises par navire. Je vais expliquer qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je vais aussi vous parler du lien entre le rendement des bonds, c'est-à-dire le rendement des obligations, et le marché boursier. C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre ces deux choses-là? Parce qu'évidemment, le rendement des obligations va nécessairement affecter le marché des actions. Et je vais finir avec une question qui tant qu'à moi, sort bientôt d'actualité, c'est-à-dire pourquoi et comment acheter dans un contexte de marché baissier. On n'est toujours pas dans un bear market, loin de là. Par contre, on frôle la moyenne mobile sur 200 périodes sur l'indice SP500. Donc, je trouve ça d'appoint de reparler de ma stratégie en cas de bear market. Donc, je vais commencer tout de suite avec les employés de la voie maritime du Saint-Laurent qui ont déclenché une grève dimanche. Donc, à ce moment-là, ils arrêtent de travailler et ça va empêcher les navires commerciaux de passer par le Saint-Laurent. Et du fait qu'il y a énormément de marchandises qui sont acheminées par cette voie-là, ben, vous pouvez comprendre qu'une grève qui dure longtemps dans ce secteur-là, ça pourrait avoir un impact très néfaste pour l'économie canadienne. Tu sais, la première marchandise qu'on pourrait manquer, c'est ça que j'ai vu dans l'article de la presse, c'est du côté du sel de déglaçage, donc le sel qu'on met sur les routes durant les mois d'hiver. Les réserves présentement sont insuffisantes, donc si jamais la grève se prolonge, ben à ce moment-là, on pourrait manquer de sel durant la période hivernale. On est encore loin du scénario catastrophe. Par contre, comme je vous dis, à chaque journée qui passe, ben, ça ralentit, ça crée un retard du côté de la chaîne d'approvisionnement. Et au niveau de la grève, on parle de 360 employés qui font partie du syndicat Unifor et qui manifestent pour de meilleures conditions de travail. Et par meilleures conditions de travail, on entend un meilleur salaire. Et tu sais, c'est tout le temps un peu ça, le point focal des négociations au niveau du syndicat et du patronat, l'employeur. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté de l'employeur, la corporation, il insiste sur le fait qu'ils ne sont pas en mesure de leur offrir ce qu'ils demandent. Autrement dit, les demandes d'augmentation salariale ne peuvent pas, ils mettraient en péril la solidité financière de cette compagnie-là. Donc présentement, les deux parties sont dans l'impasse, c'est-à-dire que d'un côté, le syndicat revendique une augmentation des salaires qui est un peu inspirée de la grève des travailleurs dans le secteur, dans l'industrie automobile aux États-Unis. Et de l'autre bord, l'employeur, lui, affirme que il essaye de trouver un accord, mais qu'il faut quand même que ça respecte les réalités du marché pour que, ben, faut du bien que l'entreprise reste profitable. Donc, c'est un peu ce qui se passe de ce côté-là. Et comme j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent où je parlais de la grève des travailleurs dans l'industrie automobile aux États-Unis, j'avais expliqué un peu que je m'attendais à justement qu'il y ait une multiplication des grèves due au fait qu'il y a un effritement du pouvoir d'achat. Donc, autrement dit, les employés ont l'impression, et ce n'est pas juste une impression, et en fait, ils constatent que leur pouvoir d'achat est moins bon qu'avant, donc ça leur permet leur situation financière est plus difficile, ils ont plus de difficultés à tout faire leur paiement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, les grèves, tant qu'à moi, vont se multiplier parce que là, ça va être les employés dans tel secteur, puis après ça, ça va être une autre industrie. Mais ça reste que ça va toujours être le salaire qui va être la raison principale des manifestations. Comme je vous dis, les travailleurs qui sont syndiqués, ben, eux autres, ils vont exiger des augmentations salariales parce que avec la hausse des prix des 2 dernières années, leur revenu ne leur semble plus suffisant pour maintenir leur rythme de vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'un employeur d'une industrie va plier, donc va accepter les demandes du syndicat,
ben, il va y avoir un autre qui va suivre. C'est-à-dire que si on monte le salaire des travailleurs dans l'industrie automobile, le prix des voitures va monter. Et là, les travailleurs syndiqués dans tel autre domaine, ben, eux autres aussi vont vouloir une meilleure paye pour être capables de se payer un char, par exemple. Et là, eux autres aussi vont déclencher une grève et ainsi de suite. Sauf que durant le processus, toutes les hausses de salaire, ben, ils vont faire monter les prix autour de nous parce que les entreprises, ils vont vouloir maintenir leur marge de profit. Donc, s'ils veulent faire encore des bénéfices au bout de l'année, puis que leurs dépenses en main-d'œuvre augmentent, ben, ils vont augmenter le prix de leurs produits et services. Donc, c'est un peu ça qui est dangereux avec l'inflation parce que ça peut vite devenir un cercle vicieux et à ce moment-là, les prix, ils se mettent à grimper en flèche dans une espèce de spirale inflationniste. Et d'où l'importance de se concentrer sur le contrôle de l'inflation. Tu sais, l'objectif des banques centrales, c'est pas de faire mourir de faim les moins fortunés. Tu sais, le concept derrière augmenter les taux d'intérêt, c'est de causer une baisse de la demande pour calmer la hausse des prix. Malheureusement, les conséquences d'une baisse de la demande, ben nécessairement, ça peut amener des faillites, autant personnelles que d'entreprises. Ça peut amener des pertes d'emploi, comme je vous dis, des fermetures de compagnies. Donc, il y a un prix à payer pour venir ralentir l'inflation puis retrouver une stabilité des prix. Surtout du fait que les particuliers et les entreprises se sont beaucoup endettés dans le passé. Les taux d'intérêt étaient très bas, donc le coût d'emprunt était minime. Et là, ça fait en sorte que avec l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés, là, ça fait en sorte que c'est devenu beaucoup plus difficile de continuer à payer toutes leurs factures tout en ayant des dettes et des intérêts à rembourser. Mais au final, pour que ça marche, il va falloir qu'il y ait bel et bien un ralentissement économique. À ce moment-là, à quelle hauteur? Est-ce qu'on va être dans une récession profonde ou est-ce que ça va être juste une petite contraction de l'économie? À ce moment-là, ça, je peux pas prévoir l'avenir. Par contre, il va falloir aussi que le gouvernement fasse sa part en arrêtant de dépenser de l'argent qu'il n'a pas, donc de creuser le déficit, parce que présentement, la politique monétaire et la politique fiscale, ils ne sont pas enlignés dans le même sens, dans le sens que la Banque centrale est très restrictive en augmentant les taux d'intérêt, mais de l'autre bord, le gouvernement continue de dépenser, d'imprimer de l'argent, donc en fait de venir affecter la valeur du dollar. Donc c'est un combat qui n'est pas... la lutte n'est pas égale des deux bords. Et je vous rappelle que théoriquement, la banque centrale d'un pays est indépendante du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on ne devrait pas voir des premiers ministres demander à la Banque du Canada de ne pas monter les taux. Au contraire, je préférerais voir le gouverneur de la Banque du Canada dire au gouvernement de slacker sur les dépenses s'ils veulent réussir à arrêter l'hémorragie de l'inflation. Autrement dit, tu peux pas lutter d'un bord avec des taux d'intérêt élevés, puis de l'autre bord, envoyer des aides financières, puis dépenser, imprimer de l'argent à l'infini. Ultimement, tu ne régleras jamais le problème, puis tu vas causer juste de plus en plus de souffrance aux particuliers et aux entreprises. Bref, c'est pas mal mon opinion vis-à-vis la grève du côté des travailleurs de la voie maritime du Saint-Laurent. Comme je vous dis, je pense que c'est une grève parmi tant d'autres. Je pense qu'il va en arriver beaucoup d'autres dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc, c'est à voir au niveau de comment va réagir les employeurs. Est-ce qu'ils vont concéder aux demandes, aux exigences des syndicats? Ça, c'est une autre chose parce que je vous rappelle que ça doit quand même fonctionner financièrement parce que si les exigences ne font pas de bon sens, ben, tant qu'à ça, la compagnie va fermer ses portes. On a déjà vu ça dans le passé. Sauf que tant qu'à moi, il faut éviter que ça se répète parce que ça pourrait faire énormément de dommages à l'économie canadienne. Sinon, aujourd'hui, comme je vous dis, je voulais parler également de l'impact du rendement des obligations sur le marché des actions. Donc, je vais commencer par vous expliquer sommairement c'est quoi une obligation. Premièrement, il faut savoir que des obligations, ce qu'on appelle des bonds en anglais, c'est de la dette qui est soit émise par une entreprise ou qui est émise par le gouvernement. Donc, ça peut être une obligation corporative dans le cas d'une business.
Sinon, ça peut être une obligation municipale, provinciale, fédérale. Tu sais, grosso modo, une obligation pour l'investisseur, c'est un titre à revenu fixe. Autrement dit, tu achètes une obligation en connaissant quand tu l'achètes le montant d'intérêt que l'obligation va te verser à chaque année. Et au bout de l'échéance, quand mettons une obligation sur 10 ans, ben dans 10 ans, en plus des intérêts que tu as collectés, ben tu vas récupérer la somme que tu avais initialement investie. Donc, c'est ça, une obligation. Et une autre chose qu'il faut comprendre avec les obligations, c'est que les investisseurs, ils peuvent les acheter et les vendre. Donc, comme des actions, c'est-à-dire qu'il y a un marché obligataire où les gens s'échangent des obligations. Sauf que là, la valeur des obligations dépend en grosse partie des taux d'intérêt. Donc, par exemple, du taux directeur. Quand le taux directeur monte ou on s'attend qu'il monte, bien à ce moment-là, ça va affecter la valeur des obligations et indirectement leur rendement. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple concret pour mieux illustrer mes propos. Si quelqu'un achète 1000 $ d'une obligation à 5 ans avec un taux d'intérêt nominal de 3%, donc obligation à 1000 $ sur 5 ans à 3% d'intérêt, à ce moment-là, il va recevoir 30$ par année pendant 5 ans. Donc, c'est la mécanique d'une obligation. Et là, disons que le taux directeur il augmente, puis que le marché prévoit que les taux d'intérêt continuent de monter. Ça, c'est négatif pour les obligations qui ont déjà été émises. Parce qu'à ce moment-là, la valeur de l'obligation va diminuer parce que les investisseurs maintenant vont être en mesure de trouver des nouvelles obligations qui vont afficher des taux d'intérêt plus élevés. Donc, qui va acheter une obligation au plein prix si elle offre du 3% par année, quand de l'autre bord, tu peux maintenant acheter des obligations qui offrent du 5% par année. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la chute du marché obligataire l'année passée, c'est-à-dire qu'en 2022, avec les hausses du taux directeur, la valeur des obligations a fortement chuté, donc ça a été une des pires années pour le marché obligataire. Donc en résumé, plus les taux d'intérêt augmentent, plus la valeur, le prix des obligations diminue. Par contre, là, il faut comprendre l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire que plus le prix d'une obligation baisse, plus le rendement de l'obligation, lui, augmente. Donc, encore une fois, pour le démontrer, on va reprendre le même exemple que tantôt. Donc, on dit qu'il y a un investisseur qui a acheté pour 1000 $ d'une obligation qui verse 3% d'intérêt par année. Donc, on parle de 30 $ par année. Et là, disons que le gars qui a acheté cette obligation-là, il veut s'en départir. Il veut la vendre sur le marché obligataire. Et là, il y a quelqu'un qui lui achète pour 800 $. Donc, lui, il l'avait acheté 1000, il la vend pour 800 $. Et l'acheteur, lui, qui l'a acheté, il va quand même continuer de recevoir le 30 $ par année, même s'il a juste payé 800 $ pour l'obligation. Et c'est là l'importance de comprendre, c'est que même si le prix de l'obligation fluctue, ben, les intérêts versés, eux autres, ils ne changent pas. Donc, à ce moment-là, en ayant payé l'obligation 800 $ et en recevant 30 $ par année en intérêt, ben, le rendement de l'obligation, c'est plus 3%, il est rendu à 3,75%. Et là, on s'entend, j'ai simplifié ça à l'extrême, mais le point à retenir, c'est que plus le taux directeur augmente, ou plutôt plus le marché anticipe que les taux d'intérêt augmentent, plus la valeur des obligations diminue et plus le rendement augmente. Parce que, comme je vous dis, les investisseurs, ils achètent puis ils vendent des obligations. Et si ton obligation est en dessous de la valeur nominale, par exemple, dans ce cas-là, il l'a acheté à 800 $ au lieu de 1000, s'il reçoit le même montant en intérêt, bien, le rendement de l'obligation est meilleur. Et c'est ça qui m'amène aux fameuses obligations à 10 ans aux États-Unis qui affichent présentement un rendement tout près de 5%, ce qui est un niveau record. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2007. Et là, la première chose que ça veut dire, c'est que le marché obligataire, il continue de planter parce que, encore une fois, si le rendement augmente, ce qu'on voit là, autour de 5%, bien, ça veut dire que le prix des obligations à 10 ans, lui, il est en baisse. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, plus le rendement des obligations il est élevé,
moins c'est tentant pour les investisseurs de mettre leur argent dans des actifs considérés comme plus à risque. Par exemple, les actions. Parce que pourquoi investir dans les actions quand, de l'autre côté, tu es assuré d'obtenir un rendement annuel de 5% avec des obligations gouvernementales qui sont considérées comme très, très, très secure. Il faudrait littéralement que le pays fasse faillite pour ne pas recevoir ses intérêts. Donc, ça, c'est un facteur qui met actuellement de la pression sur les marchés boursiers parce que avec des rendements aussi élevés du côté des titres à revenus fixes, il y a des gens qui se posent la question à savoir, est-ce que je risque mon argent dans les stocks, dans les actions, ou j'y vais safe puis je vais ramasser un rendement qui est, entre guillemets, garanti. Et finalement, le rendement des obligations à 10 ans, il y a aussi un impact sur les taux hypothécaires aux États-Unis. Donc, plus le rendement des obligations est élevé, plus le taux d'intérêt sur les hypothèques, lui aussi, est élevé. Donc, aux États-Unis, le taux fixe d'un emprunt hypothécaire sur 30 ans, qui est le plus standard aux États-Unis, bien, le taux fixe est rendu tout près de 8%, ce qui est le niveau le plus élevé depuis l'an 2000. Donc, on est vraiment à un niveau très élevé pour les taux d'intérêt hypothécaires. Tout ça pour dire que le rendement des obligations américaines à 10 ans, c'est vraiment un point de référence qui est très observé dans le monde de l'investissement parce que dès qu'il y a des fluctuations de ce côté-là, ça va influencer les stratégies d'allocation de capital, c'est-à-dire les stratégies d'investissement sur les marchés financiers. Est-ce qu'on met une plus grosse pondération sur les actions ou les titres à revenus fixes? Et également, comme je l'ai dit, le rendement des obligations, ça affecte également le marché immobilier aux États-Unis. Donc, c'est sûr que du fait que le rendement des obligations à 10 ans qui est rendu tout près de 5%, ça fait beaucoup jaser sur les marchés financiers. Comme je vous dis, c'est un point de référence super important. Donc, les gens le surveillent de près. Donc, ça va être justement à surveiller, à savoir est-ce qu'on a atteint un pic du côté du rendement des obligations à 10 ans ou au contraire, est-ce qu'on continue la montée de ce côté-là? Parce que tout dépendamment de ce qui se passe sur le marché obligataire, ben, ça va avoir un impact sur les indices boursiers également. Et pour le dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous reparler de l'investissement en bourse dans un contexte de marché baissier. Comme je vous dis, là, on est du côté de l'analyse technique, on est loin d'un bear market. Hier, il y a le SP500 qui a brisé la moyenne mobile sur 200 périodes. Donc ça, généralement, c'est un signal de vente. Par contre, aujourd'hui, l'indice est retourné au-dessus de la ligne. Donc, présentement, il n'y a pas un signal de vente qui a été confirmé, mais reste qu'on est à la bordure de la moyenne mobile sur 200 périodes et que si on clôture en dessous, que ce soit dans quelques semaines ou dans 6 mois, ben, ça indiquerait que l'indice américain devrait amorcer un momentum à la baisse. Et là, comme je vous dis, du fait qu'on frôle un signal de vente, ça me paraît d'actualité de réaborder ma stratégie d'investissement vis-à-vis un environnement de bear market. Si vous suivez le podcast depuis pas très longtemps, ben, dernièrement, vous avez pu constater mes achats durant la drop de 2022. Donc, j'ai acheté massivement, entre autres, du Netflix, du Starbucks, Apple et Google. Ça a été des achats importants durant la baisse du marché. Et pour ceux qui écoutent le podcast depuis un peu plus longtemps, ben pour ceux qui ont écouté les épisodes durant la pandémie, ben vous êtes au courant des investissements que j'ai faits, c'est-à-dire entre autres de l'achat de Microsoft, Facebook, maintenant Meta, Berkshire Hathaway, BMO, la Banque de Montréal. Donc ça, c'est tous des achats que j'ai faits durant le crash du COVID de février à avril 2020. Tout ça pour dire que, vous le savez, quand les indices sont fortement dans le rouge, quand il y a des corrections importantes, quand on est dans un marché baissier, ben moi je saute sur l'occasion pour grossir mon portefeuille. C'est là que je vais vraiment essayer d'acheter massivement des actions. Quand le marché est en hausse comme en 2021, c'est là que j'accumule de l'encaisse. C'est pas là que je vais essayer d'acheter des actions à tout prix.
Donc, c'est sûr que pour moi, je vais continuer de conserver la même approche. Donc, pour les semaines, mois, trimestres à venir, je pense qu'on pourrait amorcer un marché baissier dû au contexte macroéconomique. Mais comme je vous dis, moi, je n'essaie pas d'acheter au plus bas non plus. Vous pouvez essayer de le faire de votre côté, là, mais moi, ça n'a jamais été une stratégie que j'ai été capable de répéter dans le temps. Tu sais, de mon côté, je prends position. Premièrement, je prends position dans des compagnies que je considère sous-évaluées par le marché. Ça, c'est comme l'étape la plus importante, c'est-à-dire que faut que le prix auquel je paye les actions, faut que le prix reflète trop de peur, trop de pessimisme, puis à ce moment-là, le prix pour moi est sous-évalué par les autres investisseurs, donc ça me permet d'acheter un titre en aubaine. Puis évidemment, quand je fais ça, je vais quand même prendre le temps de sélectionner des compagnies qui ont un avantage concurrentiel solide, qui ne peuvent pas se faire déloger facilement. Je veux aussi des compagnies qui affichent une résilience financière, donc j'évite à ce moment-là les compagnies non profitables ou qui sont lourdement endettées. Puis tu sais, dit de même, ça a l'air assez logique, là, mais reste que ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont miser sur toutes sortes d'entreprises qui ne répondent pas à ces critères de base-là. Donc, on peut penser durant le pic du hype du secteur du cannabis, des compagnies dans le secteur du mining de crypto, des spéculateurs sur les NFT. Après ça, il y a eu les voitures électriques. Bref, il y a tout le temps un engouement, puis il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter sur ces titres-là, puis se ramassent à acheter un all-time high, des actions qui n'ont pas réellement de valeur. Donc, c'est ce que je veux éviter, en fait. Et tout ça pour dire que même s'il y a une drop de 20% sur les marchés, ça ne veut pas dire que toutes les actions qui ont droppé sont nécessairement sous-évaluées par le marché. Il y a quelques pommes pourries là-dedans. Il s'agit encore une fois de ne pas se faire piéger, de ne pas acheter des titres qui n'ont pas de valeur intrinsèque, qui n'ont pas de bonnes perspectives d'avenir ou qui semblent en danger financièrement. Donc, encore une fois, c'est de s'assurer de faire ses recherches sur l'entreprise avant de devenir un actionnaire de celle-ci. C'est bien logique, tu achètes des parts d'une business, assure-toi de comprendre comment elle fonctionne, assure-toi de regarder ses états financiers, puis assure-toi qu'elle ait un avenir. Acheter une compagnie que tu penses que dans 1 an ou 2, ça n'existera plus, c'est pas une stratégie gagnante pour un portefeuille à long terme. Mais le point que je voulais faire ressortir aujourd'hui, c'est que généralement, lorsqu'il y a un bear market, un marché baissier, c'est toujours plus tentant d'attendre puis d'essayer d'identifier le creux ultime. Autrement dit, on ne veut pas acheter trop vite de peur que le prix des actions qu'on vient d'acheter continue de dropper juste après qu'on ait fait le move. Par expérience, moi, ma stratégie, elle diverge un peu de ça, c'est-à-dire que moi, ça consiste à définir un prix auquel l'action me paraît sous-évaluée, peu importe les conditions du marché. Donc, à tel prix, pour moi, c'est un deal. Et c'est sûr que pour atteindre ce prix-là, règle générale, il faut qu'il y ait une correction importante, il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur le titre, il faut qu'il y ait un bear market. Sinon, le prix est vraiment au-dessus du prix auquel je suis prêt à payer. Donc, ça, c'est la première étape pour moi, définir un prix d'achat. À ce moment-là, si le prix il continue de baisser, exemple, d'un autre 10%, je vais juste racheter d'autres actions qui sont encore une fois en aubaine. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, même si je commets l'erreur d'acheter avant une autre drop de 10%, je ne connais pas l'avenir, fait que je ne suis pas capable de me timer direct avant la remontée. Par contre, je suis capable de dire à tel prix, c'est un rabais. Et si je continue d'acheter plus bas, ça reste une action qui est en aubaine. Évidemment, pour utiliser cette approche-là, ça prend deux choses. De un, ça prend du cash de disponible dans votre encaisse, logiquement. Et deux, vous devez prendre des positions en subdivisant le montant dans votre encaisse. Donc, par exemple, vous avez 20 000 $ en cash, vous pourriez commencer à prendre des positions à coût de 3 000 $4 000 au lieu d'y aller à coût de 5 000 $6 000. Parce que le but de ça, c'est de vous laisser une marge de manœuvre
si jamais le prix il continue de dropper suite à votre premier achat. Parce que comme je vous dis, c'est très très rare que je vais acheter directement au plus bas. Souvent, le prix de l'action va continuer de dropper, je vais m'en vouloir, mais encore une fois, sur un horizon de 5, 10, 15, 20 ans, une différence de quelques dollars, ça fait pas grand-chose. Par contre, comme je vous dis, s'il y a une autre chute de 10%, 20%, là, je serais un peu niaiseux de ne pas averaging down, de moyenner à la baisse mon prix d'achat. Par contre, pour faire ça, il faut éviter de faire du panic selling. Il faut être confiant vis-à-vis son analyse. Il faut que justement tu comprennes bien dans quoi tu investis parce que si le titre il drop d'un autre 10, 15, 20%, puis que tu ne sais pas trop pourquoi tu as de l'argent là-dedans, ben c'est là que tu paniques. Autrement, moi, quand j'ai investi dans une compagnie, que j'achète, puis que j'ai confiance, puis que le prix descend, je suis juste vraiment content de pouvoir acheter d'autres parts que je considère que le reste des investisseurs sous-évaluent dans le moment. Donc, c'est un peu ça que vous avez pu voir en suivant les épisodes du podcast. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, cette semaine, ce sont les earnings de Microsoft, Google, Meta et Amazon. Donc, c'est sûr que c'est le sentiment vis-à-vis les résultats financiers des Big Tech qui vont pousser à court terme les indices boursiers soit à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est pas mal les earnings de ces compagnies-là qui vont définir le prochain mouvement. Est-ce qu'on va rebondir sur la moyenne mobile à 200 périodes pour repartir à la hausse ou au contraire, est-ce qu'on va venir la franchir à la baisse et amorcer un mouvement baissier? On va le savoir dans les prochains jours. Sinon, demain, c'est l'annonce de la Banque du Canada pour son taux directeur. Et je le répète, de mon côté, je m'attends à ce qu'il ne touche pas au taux directeur. Donc, ça va rester à 5%. Et pour moi, s'il y a une autre augmentation des taux d'intérêt au Canada, ben, ça va avoir lieu au début du mois de décembre. Donc, pour moi, demain, le taux directeur va être inchangé. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Si vous appréciez le podcast, si vous trouvez les informations pertinentes, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un review sur Apple Podcasts, suivez ma chaîne sur YouTube. Tout ça, ça m'encourage à continuer le podcast et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.